Benoît Dato, désormais aux commandes du département ministériel des Sports, Cotonou, carrefour des mers de l'espace francophone, nouveau gouvernement au Sénégal, guerre Israël-Hamas. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est le menu de votre émission Club Média 7 de ce dimanche avec en fin d'émission un hommage spécial au patriarche de la musique béninoise qui a attiré sa révérence au cours de cette semaine, le doyen El Rego. Mes invités de ce dimanche, Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonsoir. Bonsoir Alinaïk. Aziz Adam Soulé, journaliste chef production à PIS FM. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir Alinaïk, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes le présentateur de l'émission Arc Succès de Vous à nous, c'est bien ça? Marc de modestie, nous continuons toujours par faire notre petit bonhomme de chemin. De Vous à nous, oui, vous l'avez dit, cette émission dont l'insigne honneur d'animer tous les dimanches sur notre fréquence, la 99.3. Rappelez que vous avez déjà reçu l'ancien président de la Cour constitutionnelle, exactement, Maître Robert Dossou. Vous avez reçu l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Vous avez reçu également le général Mamassika. Mamassika, monsieur Théodore Olo également, un ancien patron également de la Cour constitutionnelle. Et donc, on a eu le privilège de recevoir tous ces invités-là pour décrypter ensemble avec nous l'actualité sociopolitique et nous dire tout ce qu'ils pourraient apporter dans l'éclosion du Bénin. Merci à vous pour ce beau travail que vous faites de l'autre côté de PIS FM. La revue de presse hebdomadaire n'est pas disponible pour des raisons techniques. Nous allons donc démarrer avec 7 jours au Bénin. Benoît Dato succède désormais à Oswald Omeki à la tête du ministère des Sports, l'ancien directeur général adjoint de la société Bénin Contrôle et ancien chargé d'études relativement aux questions douanières au cabinet du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, le tout nouveau patron des sports au Bénin. Qu'attendez-vous de l'homme? D'abord, je peux dire que moi et comme beaucoup de Béninois, nous avons été surpris parce que c'est quelqu'un qui n'était pas assez connu du grand public. D'ailleurs, il y a beaucoup de ministres qui ne le sont pas. Et donc, pour nous, c'est une surprise d'entendre ce nom. On aurait voulu entendre autre nom. C'est vrai que nommer un ministre, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Alors, je vois qu'il a un profil de financier. Et c'est vrai aussi que le ministère dont il a la charge désormais, c'est un ministère qui ne demande pas, à une technicité élevée. Il faut connaître un peu le monde des sports et avoir le sens du management pour bien réussir. Je crois que pour le parcours qui a été le sien, je crois qu'il pourra quand même donner le maximum de lui-même pour relever les défis qui vont se présenter devant lui. Le chef d'État a un cahier de charge qu'il lui a confié. Et donc, c'est en fonction de ce cahier de charge qu'on pourra l'évaluer. Et moi, de ma position, de la position de quelqu'un qui analyse l'actualité de loin, il m'est difficile de dire, s'il sera un bon ministre ou un mauvais ministre, étant donné que je ne sais pas avec détail les exigences du chef d'État par rapport à ce poste-là. Je rappelle que être ministre, ce n'est qu'un collaborateur du chef d'État. Et donc, nous évaluons au regard des critères qui sont parfois objectifs, parfois subjectifs aussi. Mais c'est le chef d'État qui sait ce qu'il veut en le positionnant à ce poste. On le verra à l'œuvre et on va l'évaluer. Aziz Adam Soulé, un natif de Diakotomé qui remplace un autre natif de Diakotomé au même poste. Benoît Dato est désormais le ministre des Sports au Bénin. Un calcul hautement politique peut-être. Alors dites-nous, Benoît Dato qui dit vouloir faire du Bénin une grande nation sportive avec la révélation de grands talents de la race de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo. Votre regard? Votre premier propos m'intéresse bien. Le chef de l'État, le grand frère Zoumenou l'a dit tout à l'heure, c'est lui seul qui a le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut et pour quel résultat. Alors, un natif de Diakotomé qui remplace un autre natif de Diakotomé, la lecture que moi je fais tout de suite, c'est la fidélité à l'électorat. La fidélité pour montrer que, au-delà de tout,
je vous porte dans mon cœur comme je porte bien d'autres localités de notre pays dans cette politique-là du Bénin. Et donc, le résultat pour le nouveau ministre, pour moi, Benoît Dato, désormais patron des sports, c'est de faire d'abord le bilan. On sait sous l'ancien ministre Olvat Omeki qui, pendant 7 années de gouvernance, n'a pas du tout démérité. On lui reconnaît plusieurs actions qu'il a pu réaliser. Et donc, c'est dans cette continuité-là et peut-être faire quelques réglages. 2 ans et demi pour le nouveau patron des sports. Est-ce qu'il pourra relever tous les défis qui s'imposent? Bon, c'est la grosse interrogation. Mais surtout, ce sur quoi moi je voudrais insister, c'est comparativement au cahier de charges qui lui a été confié, voir dans quelle mesure impacter les autres secteurs. Notamment, ne nous focalisons pas uniquement sur le football et cette seule discipline-là qui demande beaucoup de moyens, beaucoup de financement, mais pour quel résultat? Vous et moi, nous savons. Récemment, le Bénin a assisté au championnat ou a organisé le championnat de Maracana à Grand Popo. C'est un motif de fierté. La Coupe du monde de pétanque également. Tout cela, c'est à l'actif, en tout cas, de l'exécutif, notamment passant par le ministère des Sports. Je pense que le plus important ici, au-delà même du football, les autres disciplines également, c'est de voir dans quelle mesure mener cette politique-là pour qu'on ne parle pas uniquement sport, parce qu'au-delà du sport, il y a bien d'autres talents. Rappelez-vous, ce week-end, il y a par exemple le boxeur Clément Loco qui a fait parler de lui. Pourquoi ne pas encourager ce genre de discipline? Je pense que le nouveau ministre, il sait la mission qui est la sienne, la tâche également qui lui incombe. En 2 ans et demi, il ne pourra peut-être pas tout faire, mais politiquement parlant, il peut se relancer et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour lui. Le football, c'est quand même le sport roi. Exactement. Et Benoît Dato, selon les discrétions, serait un véritable passionné de foot. Il joue souvent au poste de défenseur. Et que peut-il faire pour faire rayonner le football béninois? Bon, la manière dont tu le présentes me fait marrer parce que si ce n'est que ça, si ça suffit pour faire de lui un bon ministre, je crois qu'on allait applaudir. Vous avez évoqué tout à l'heure son parcours administratif dans le secteur privé. Nous jouons au football. Et en tout cas, moi, je continue de jouer de temps en temps. Cela ne fait pas de nous forcément un bon gestionnaire du secteur du football. Je crois que il faut d'abord, et moi je le dis toujours, que tous les pays qui ont réussi dans le football en Afrique et dans le monde, c'est qu'ils sont passés par la méthode de la formation à la base. Et avec les centres de formation, avec les écoles de football, à partir d'une pépinière, arriver à avoir des élites. Quand vous regardez aujourd'hui la France qui, qu'on le veut ou non, est l'une des meilleures nations du football, les stars que nous voyons, la plupart, c'est des enfants qui sont repêchés à 7 ans, à 8 ans. Et il y a une formation et avec un suivi. C'est vrai que ça demande un peu plus d'argent parce que pour former un footballeur, pour l'amener de ces âges-là jusqu'à en faire des stars que nous voyons, c'est assez d'investissement qu'on ne voit pas souvent. Quand ils deviennent des stars, on ne voit pas souvent l'investissement qui est fait pour faire de ça. Mais pour réussir, c'est cela que nous devons faire. Les pays qui émergent aujourd'hui en Afrique, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Cameroun, le Mali et beaucoup d'autres, sont passés par là. Et moi, je crois qu'il faut insister sur là. Parce que j'ai constaté que depuis 10 ans, on fait les mêmes choses. Ça a l'air de marcher un peu. Et puis après, ça retombe. On a pu être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique il y a 3 ou 4 ans. Et puis après, on cherche, on court derrière notre prochaine qualification qu'on ne trouve pas. Et donc, il y a un problème. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller à cela, avoir un directeur technique national qui implémente une politique de football et partir à la base et à partir de la base, avoir des stages. Je crois que c'est ce que moi, je pense qu'on peut faire. À côté de ça, c'est ce que mon confrère Adam a dit, il faut regarder au-delà du football. Le football seul ne fait plus rayonner un pays. Et la Coupe du monde de pétanque, moi je l'ai regardé, bien que je ne sois pas passionné de pétanque, je l'ai regardé, j'ai regardé presque tous les matchs et je visionnais les équipes du Bénin chaque fois
qu'ils jouaient. Et donc, je crois qu'il faut qu'ils aient une politique un peu élargie, une politique un peu de formation pour que notre pays puisse rayonner sur le plan sportif. J'entends dire, ah oui, on n'a pas de profil de bons footballeurs, c'est faux. Il n'y a pas de pays où on dit, bon, ils sont nés pour être de bons footballeurs, d'autres qui ne peuvent pas l'être, c'est faux. Si vous avez de l'organisation, si vous faites de bonnes formations, vous avez de bons encadreurs, les résultats vont venir. C'est vrai. Mais ici, nous voulons des résultats immédiats. Nous allons parachuter des joueurs qui eux-mêmes, bon, je dis, ils font ce qu'ils peuvent, mais on pouvait avoir mieux. Et donc, c'est ça que nous expérimentons. Et pour moi, ça a montré ses limites. Il faut changer de méthode. La recette à appliquer pour un football béninois flamboyant? La thérapie de choc, c'est ce que le grand frère Zoumen nous disait tout à l'heure. Il faut détecter les talents à la base. Et ça se fait justement à travers des centres de formation. Aujourd'hui, allons-y, posons-nous la question. Combien de centres de formation sont encore détectables sur ce que nous avons dans le pays? Du reste, c'est la grosse interrogation. De l'autre côté aussi, moi, je voudrais exhorter humblement les acteurs du football, toutes catégories confondues, à être sincères envers eux-mêmes et surtout se parler. Avoir la franchise et le courage de dire ce qui ne va pas et trouver réellement la thérapie de choc. Et dire ensemble, nous fédérons nos énergies pour un objectif commun. Vous l'avez dit, le ministre Dato, ce sera un plaisir pour lui qu'on ait un Lionel Messi, mais pas pour 2026 ou pas pour 2027. C'est un travail de longue haleine. De longue haleine. Sur des années. C'est un travail, c'est un processus, c'est ce à quoi nous devons aspirer. Moi, je pense que le chef de l'État, il a un regard là-dessus, le nouveau patron des sports qui est là. Il ne fera peut-être pas tout, il pourra faire l'essentiel, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important pour moi, c'est qu'il faut corriger le tir, les imperfections, tout ce qui est en léthargie jusque-là, puisse trouver un aboutissement heureux. Et pourquoi pas qu'on ne dise pas après le ministre Dato que voilà, on fait du pipeau, on n'est plus passé à une autre étape. Franchement, il faut qu'on fasse un bon qualitatif, tout simplement. Marcel Zoumenou, après le limogeage ou les limogeages de Séverin Quenom, Aurélien Agbenossi, Jean-Claude Oussou et la très récente démission de Oswald Omeki, certains analystes politiques estiment qu'il est temps pour Patrice Talon d'opérer un véritable remaniement ministériel. Bon, encore là, moi, je vais surprendre ceux qui disent parce que c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, avoir des ministres, changer un gouvernement, et déplacer des pions, tout cela, c'est un pouvoir discrétionnaire du chef d'État. Et nous, de loin, nous faisons nos analyses en disant, bon, un ministre, à la limite, il fait 2 ans, 3 ans, on peut le changer, amener quelqu'un d'autre. Bon, et quand on dit cela, on pense souvent que, bon, être ministre, c'est quand même un grand poste de responsabilité qui accorde à l'intéressé beaucoup d'avantages. Et donc, comme le pays est vu comme quelque chose où on doit se batailler un peu, on dit, bon, ils ont assez fait, il faut que d'autres personnes restent là. Mais moi, je pense que le chef d'État sait pourquoi il a maintenu presque l'équipe. En tout cas, l'ossature de l'équipe est restée la même depuis 2016. Il doit avoir ses objectifs. Et donc, nous allons faire peut-être nos analyses et penser que, bon, telle personne n'est pas efficace, telle personne est essoufflée, il est fatigué, il faut le changer. Mais lui, il a d'autres paramètres, il a d'autres éléments sur la base desquels il évalue ses ministres. Et donc, pour moi, ça me sera très difficile de dire qu'il faut changer ou il faut remanier. C'est vrai que de façon générale, dans le monde, la longévité des ministres, même dans les pays occidentaux, ça dépasse rarement 4 ans, 5 ans. Et donc, on pouvait lui appliquer ce principe en disant, bon, ceux qui ont fait tout au moins le premier mandat, il faut les remercier et choses là. L'autre chose qui peut nous amener à conforter cette thèse, c'est que la vie, les mouvements dans un gouvernement doivent être collés à la dynamique des partis politiques. C'est les partis politiques qui, normalement, dans un système politique normal, envoient des cadres au gouvernement. Et donc, selon moi, et selon l'analyse politique qu'on fait un peu partout ailleurs, c'est que chaque fois qu'il y a des élections et chaque fois qu'il y a des grands changements politiques,
les gouvernements aussi doivent subir ces changements. Et moi, j'ai été surpris que juste après les dernières élections législatives, il n'y ait pas eu de remaniement. Et donc, j'ai entendu un peu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, j'ai commencé par dire, bon, s'il ne l'a pas fait maintenant, il n'y a plus d'autres événements politiques majeurs qui l'amènent. On ne change pas l'équipe qui gagne, a dit le chef de l'État. Voilà. Et donc, pour moi, il est dans cette logique, il ne veut pas changer. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que ça laisse beaucoup de frustration dans les partis. Il y a des leaders, il y a des cadres dans les partis qui militent pour être ministre. Mais la politique, c'est une affaire de conviction. Ce n'est pas forcément pour les intérêts ou les postes. Oui, il y a les convictions, mais le simple fait aussi de servir son pays à des niveaux de responsabilité, c'est une affaire de conviction aussi. J'ai des convictions, je pense que si je deviens ministre, je peux changer quelque chose. Il y a plein de cadres qui ont ce profil, qui ont la qualité pour... Et qui, là, depuis 7 ans, sont en train d'attendre de moi. On ne saurait nommer tout le monde à la fois. Je suis d'accord, mais je ne fais qu'une analyse. Je ne dis pas que c'est faussement ce qui doit être fait. Mais je crois que ce genre d'élément est un élément de frustration pour ceux qui pensent qu'il peut l'être et qui ont travaillé pour devenir ministre et qui, malheureusement, ne le sont pas devenus. Votre regard sur la question? Contrairement aux grands frères Zoumenou, ceux-là qui attendent d'être nommés, ils ont peut-être raison, ils ont le droit d'être nommés. Mais c'est le chef de l'État seul qui sait comment il fait ses calculs politiques. Si depuis 2016, il y a beaucoup de lieutenants qui sont restés jusque-là, c'est parce qu'il a jusque-là encore satisfaction pour le travail qu'ils fournissent, en tout cas dans chacun des différents ministères. Moi, je pense que pour les différentes analyses qu'on a pu glaner ça et là, le chef de l'État, il est temps pour lui de remanier. Des gens sont en attente. Non, mais qu'ils attendent leur tour, tout simplement. Qu'ils attendent leur tour pour se faire nommer ministre de la République. Alors, tant que ces partis politiques-là, du moins de tous les calculs qui pourraient se faire dans ces différentes chapelles, s'ils arrivent à convaincre le chef de l'État, bon, quitte à ce que ces personnes soient positionnées. Autrement, le chef de l'État, nous le savons, il suit une ligne depuis 2016. Nous savons qu'il peut avoir des réajustements. Aussi, ce sur quoi je voudrais revenir, ces cas de démission, c'est là où moi je me pose beaucoup d'interrogations. C'est le premier cas de démission. Justement, s'il faut pas... On a eu affaire à des limogeages par le passé. Bon, et si nous prenons le cas de... Même si ce n'était pas de façon formelle, on a le cas Candidat Zanaï. Oui, ça bon, ok. Le premier mandat. Le premier mandat. Je parle depuis 2016. Okay, justement. Oui. De 2016 jusqu'en 2023 maintenant, le bilan qu'on pourrait faire, c'est le second cas de démission. On pourrait donner peut-être raison à ces personnes-là qui estiment qu'à un certain moment, il faut faire le bilan et remobiliser la troupe. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, c'est vrai, mais en cours d'exercice du pouvoir, on se rend compte qu'il y a des lieutenants qui nous lâchent. Là encore, ça dit qu'au sein de l'appareil d'État, il y a des frustrations, il y a malaise. Moi, je ne pourrais le dire, mais ce que nous constatons, c'est que dans tout ce qui se passe, c'est le résultat, le chef de l'État veut, mais au-delà, c'est lui qui détient la stratégie politique pour maintenir tout simplement son électorat, et c'est le plus important pour moi. On va finir avec ce sujet relatif à la démission d'Ombeki et à l'installation de Dato au ministère des Sports. Sur un autre registre, Cotonou a abrité cette semaine le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Le colloque scientifique a été placé sous le thème « Art et cultures urbaines, enjeux et facteurs de développement et de paix ». Plusieurs personnalités ont fait le déplacement de Cotonou, notamment le secrétaire permanent de l'AMF, Pierre Baillet, et la célébrissime maire de Paris, Anne Hidalgo. Oui, c'est l'AMF, l'Association des maires d'expression française ou francophone. C'est l'une des plus grandes institutions de la francophonie et que moi je connais depuis plusieurs années. Étant journaliste, j'ai fait beaucoup de reportages sur cette institution. Et donc pour le Bénin, je crois que c'est une opportunité, une grande opportunité d'abriter les assises de l'AMF parce que ça offre une grande visibilité pour le pays et ça permet de réunir tous les maires francophones ici et chacun de ces maires cherchera forcément
à savoir ce qui se fait dans notre pays en matière de décentralisation dans les grandes villes du pays. C'est une opportunité de négociation, de coopération décentralisée. Vous savez très bien que les maires ici sont très friands de ces coopérations décentralisées avec telle ou telle ville. Je crois que cette fois-ci, ils n'ont plus besoin de voyager avant de rencontrer les gens pour lesquels ils voyageaient. On parle de la diplomatie des villes. Voilà, cette diplomatie des villes. Et donc, c'est pour les maires et pour le pays, je crois que c'est une aubaine. Et on doit saluer le dynamisme du maire de Cotonou, Luc Atropo, qui est par ailleurs président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, et qui a goupillé tout cela pour que cela soit possible. Moi, je crois que c'est un événement salutaire pour la décentralisation et pour le développement de nos villes. Une belle organisation, en somme. Aziz, dites-nous, à l'heure du débrief, quels sont les gains du Bénin après de telles assises? Oui, avant de revenir sur les gains du Bénin, je voudrais faire remarquer déjà qu'en 2016, le chef de l'État affirmait que le Bénin jusque-là n'est pas encore prêt pour abriter les grandes rencontres internationales. Alors, plus de 6 ans, 7 ans après, on se rend compte qu'il avait raison. Il avait raison en le disant en son temps. Vous avez vu, pour le premier sujet, on a évoqué ce cas-là du championnat, par exemple, de Maracana à Grand Popo, la Coupe du monde de pétanque. C'est dit que le moment est temps d'arriver pour le Bénin d'abriter les grandes rencontres internationales. J'en ai proposé cette rencontre-là de l'Association des maires francophones. Un motif de fierté, de satisfaction, un gros coup pour la diplomatie béninoise. Aussi à la manœuvre le maire Setonji Luc Atropo de la mairie de Cotonou qui, avec toute son équipe, ont trouvé le bon système pour attirer ne serait-ce que toute cette délégation-là. Un bon coup diplomatique. Alors, en termes de gains, puisque vous en parlez, mais le Bénin gagne beaucoup, que ce soit en termes de coopération entre ces différentes villes-là et les différentes communes du Bénin. Je me rappelle encore ce contrat-là qui a été signé tout récemment avec le maire Setonji Atropo et la maire de Paris. Une convention pour être plus précis, oui. Comme d'autres localités, Kouandé, je pense que c'est le carrefour aussi de tisser beaucoup de relations pour le profit de nos différentes communes, pour leur éclosion. Mais au-delà, on a pu voir aussi ce brillant exposé du professeur maître Dodji Amozovi sur le vaudou. Comme vecteur de développement. C'est la culture béninoise qui sera exportée, qui sera admirée à l'extérieur. Et pendant toute cette période, le Bénin, le carrefour, en tout cas de toutes les grandes admirations, je pense qu'autrement aussi, sur le plan de la décentralisation, sur le plan de la coopération, sur le plan de la démocratie, ou plutôt sur le plan de la diplomatie, j'allais dire, le Bénin se révèle également là autrement. Et c'est des cas, c'est des exemples qui doivent pouvoir faire école. Voilà. Et il a évoqué cette brillante communication du professeur Dodji Amozovi, socio-anthropologue. Il a essayé de montrer que les arts et la culture vaudou sont le socle même du développement du Bénin, qu'on le veuille ou pas. Oui, l'avantage c'est que vous savez que le gouvernement est en train de construire tout un grand projet touristique autour du vaudou. Et tout donc, un package. Oui, autour du vaudou. Et donc, moi je crois que ça va permettre à notre pays de capter de grands dividendes en matière touristique. Et le Bénin était déjà connu comme berceau du vaudou. Quand vous sortez du pays et vous dites que vous êtes béninois, la première chose que les gens vous disent, le vaudou, vous allez... Et je crois qu'il faut déconstruire tout ce que, à l'extérieur, on pense du vaudou comme un truc négatif qui fait du mal. Parce que quand les gens entendent parler du vaudou, et les gens qui ne sont pas béninois, même qui sont béninois, et africains qui ne sont pas béninois, ou d'autres même qui sont européens, c'est qu'ils ont cette image négative. Ils sont frileux, ils sont craintifs. Je crois qu'avec cette communication, avec tout le projet du gouvernement, il faut déconstruire ça et montrer cela comme un atout touristique pour le Bénin, mais également comme une religion comme tout autre. Le vaudou est à la fois une culture, à la fois une religion, et donc c'est des choses qui n'ont rien de négatif, ça n'a rien de négatif. Et
il y a un travail qui se fait avec les projets actuels du gouvernement et ce qui est l'exposé du projet d'Oudji Amouzdoufi n'entre que dans le cadre de cette politique globale du gouvernement pour valoriser le vaudou. Que pensent à présent nos invités de l'actualité internationale? La réponse, c'est dans la rubrique Interactu. Et je reviens à vous, cher Marcel Zoumenou. Macky Sall a dévoilé la liste de son nouveau gouvernement après la suspension de l'ancienne équipe gouvernementale. Le Premier ministre et dauphin de Macky Sall, Amadou Ba, conserve son portefeuille. Les principales têtes d'affiche demeurent toujours dans le gouvernement, tout en intervertissant quelques fonctions. Au finish, rien n'a bougé de façon concrète. Oui, j'avoue que j'ai pris du distance un peu par rapport à l'actualité sénégalaise. Au regard des déceptions que ça m'a donné ces dernières années. J'étais très friand de la vie politique sénégalaise il y a quelques mois encore, mais les derniers moments ne m'ont pas donné le courage de reçu les choses. Et donc, ce que j'ai d'abord vu un président qui dissout son gouvernement. Et là, j'ai vraiment pas compris quelle était la raison majeure pour laquelle un président dissout son gouvernement. Parce que quand un président en arrive à dissoudre son gouvernement, souvent c'est quand il y a des raisons sérieuses de le faire. Et mais là, je ne vois pas, surtout que le gouvernement qui vient, qui est fait là, n'a rien d'extraordinaire. Ça règle quel problème pour Macky Sall? Je ne sais vraiment pas. La crise est toujours là. L'opposition est toujours campée contre lui. Le problème Sonko n'est pas réglé. Le problème Sonko est un problème essentiel de problème de l'opposition sénégalaise aujourd'hui. Et les autres partis de l'opposition ont toujours des dents pourries contre lui. Et puis, finalement, on se demande, est-ce que ça donne l'impression de quelqu'un qui, en fin de mandat, se cherche? Et pourquoi? Non, quelques raisons peuvent essayer de justifier ce remaniement. Le Premier ministre assurait l'intérim, par exemple, de 2 démissionnaires qui sont des membres du parti d'Idrissa Seck, à savoir le ministre des Sports et le ministre de l'Élevage. Et récemment, le ministre de l'Agriculture espérait, si tant, être porté comme dauphin. Et bon, oui, bon, ça c'est des trucs, des petits réglages de coterie, je puis appeler comme ça, parce que ça n'a pas un impact majeur sur la politique nationale même que Macky Sall fait. C'est pour régler, fermer des trous, régler des petits problèmes. Et quel est l'impact? Peut-être un gouvernement de combat pour la présidentielle. Non, je n'en vois pas. Je ne vois pas dans ce gouvernement. Aziz Adam Soulé, partagez-vous ce point de vue de Marcel Zoumenou? Je suis tout à fait d'accord avec Marcel Zoumenou. Moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce qu'on ne voit véritablement pas la différence entre l'ancien gouvernement dissous et le nouveau installé. Vous avez parlé d'Amadou Ba, oui, désormais dauphin de Macky Sall, le potentiel candidat pour les prochaines élections, de tout ce qu'on a pu voir par ici. Oui, pour l'essentiel pour moi, c'est d'abord la cohésion. La cohésion au sein de tout le peuple sénégalais. Pourquoi? Parce que ça s'entre-déchire, chacun est dans ses différentes positions. C'est la cohésion d'abord et surtout pour le Premier ministre qui désormais a une lourde mission, chercher à fédérer les énergies, pas forcément que tous les courants politiques soient d'accord avec eux, mais surtout en majorité, parce que ça ne va pas... On a pu voir ces derniers mois surtout ce qui a pu se passer de l'autre côté de Dakar. Toutes ces âmes-là qui sont parties, ce n'est pas le gouvernement qui va peut-être ressusciter ces morts-là, mais est-ce que ce n'est peut-être pas à cause de la politique qui a été mise en place qu'il y a eu des morts? Je pense qu'il reste encore à faire. Il reste encore à faire. Là n'est pas encore le problème. Il faut aller au fond des réelles difficultés pour pouvoir en sortir, pour pouvoir guérir le mal à la racine, à mon humble avis. Parce que le fait de changer son gouvernement, je pense de 36 désormais à 39, oui. Ce n'est pas encore ça. Le plus important pour moi, c'est de discuter avec les différents acteurs
Peut-être c'est une stratégie politique, on est d'accord, mais il faut qu'au-delà de tout, dans cette stratégie-là, il faut pouvoir, je peux ne pas être d'accord avec vous, mais partager votre vision ou accompagner votre vision parce que c'est le plus important. Pourquoi? Pour l'intérêt du pays. Mais quand vous faites des frustrés, la bombe, c'est une bombe à retardement et après, c'est ce à quoi nous assistons. Et Marcel Zoumeno a rappelé un aspect qui n'est pas à négliger du tout. L'affaire Sonko, qui, nous savons les conditions dans lesquelles le monsieur a été en prison, a été par la suite relaxé et tout ce feuilleton-là. Avant d'entrer dans ce studio, j'apprenais de sources sûres que en temps décalé pour réhabilité sur la liste électorale. On va y revenir tout à l'heure. Maintenant, il est sur la liste. Vous voyez, j'appelle tout cela. Est-ce que ce n'est pas pour embrouiller le peuple? Je pense que l'objectif, c'est le développement. La politique, certes, a ses réalités, mais c'est l'intérêt général qui doit pouvoir primer. À y voir de près, c'est un gouvernement éphémère. Sa durée de vie est d'un peu plus de 5 mois. La présidentielle étant fixée pour le 25 février prochain. Oui, normalement, ce genre de gouvernement devait être un gouvernement qui doit permettre à Macky Sall d'atterrir, comme on le dit, d'atterrir son avion en toute quiétude. C'est-à-dire que préparer le pays, pacifier le pays pour ne pas avoir des élections violentes, des élections à tension. Mais dans ce qui est fait là, je ne vois pas encore les indices de ça. Je n'ai pas l'impression que Macky travaille pour quitter le pouvoir en douceur. J'ai l'impression qu'il est toujours dans sa logique de travailler pour empêcher telle personne de ne pas être candidat, telle personne de ne pas être président. Et quand vous êtes dans cette démarche-là, quand vous êtes dans une politique d'empêcher tel parce que celui-là, je veux lui rendre le coup, ça détruit tout ce que vous faites. Et c'est ça, faussement, qui agit sur tout ce qui est fait là. Et moi, j'ai l'impression que Macky n'a pas encore compris, n'a pas encore pris conscience des signes et des messages que les populations, surtout la jeunesse sénégalaise, lui a envoyé ces derniers mois-ci. Et s'il ne prend pas conscience, il va, certes quitter le pouvoir, il a déjà dit qu'il ne fera pas un 3e mandat, mais il sera un piètre ancien président. Que peut-il encore faire pour sortir par la grande porte? Il y a les problèmes qu'il doit régler. Il y a le problème que mon ami Adam disait tout à l'heure, où on l'accuse. Il y a beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme qui ont accusé l'armée sénégalaise, le gouvernement sénégalais d'avoir tué beaucoup de Sénégalais. Et vous avez appris qu'il y a eu des manifestations de Sénégalais à Paris pour s'insurger contre cela. Et donc, il faut qu'il fasse la lumière sur ça. Il faut qu'il fasse à son dessein, il fait face à son dessein pour assumer les accusations qui sont portées contre lui. Et enfin, il faut qu'il règle les problèmes de son cours. S'il laisse ça comme ça et il quitte le pouvoir, ça va le suivre toute sa vie. Et je crois que sur ces problèmes-là, il faut qu'ils agissent. Il faut qu'il assouplisse sa position et montrer qu'il veut vraiment que le Sénégal retrouve la paix avant les prochaines élections présidentielles. Une démarche fédératrice qui s'impose donc à Macky? Une démarche fédératrice, mais au-delà, après le pouvoir, il y a une vie. Et donc, pour préparer sa retraite politique, s'il devait aller... Sa paisible retraite politique? Sa paisible, justement, sa paisible retraite politique. Il urge pour Macky Sall et tous ceux-là qui l'entourent, toute son équipe, de véritablement, d'abord, ramener la balle à terre, et pour un mandat 100 heures, pour... une fin heureuse. J'ai bien envie qu'il aille à l'école de notre chef de l'État ici, qu'il descende et qu'il soit surtout porté en triomphe. C'est le plus important. Vous l'avez évoqué tout à l'heure et aux dernières nouvelles, le tribunal de grande instance de Ziguinchor aurait ordonné la réinscription de Ousmane Sonko sur la liste électorale. Alors, ce verdict sera-t-il suffisant pour la candidature de l'opposant à la présidentielle prochaine? Quitte à lui de travailler davantage, il avait déjà un électorat, il avait déjà une cause, une population acquise plutôt à sa cause. Oui, mais au-delà, je pense qu'il peut pousser un ouf de soulagement. Mais entre-temps, est-ce qu'on a perdu du temps au peuple et finalement, on a ravalé entre griffes peut-être ses vomissures pour le réhabiliter? Est-ce qu'on n'était peut-être pas sûr dès le départ que le jeune maire, le candidat, le potentiel candidat avait les aptitudes, il remplissait les conditions? Vous voyez, c'est un peu ça la politique en Afrique. Je pense que pour fédérer, vous savez, le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe, n'eût été peut-être
Zoumano le disait tout à l'heure, ces derniers remous de la population, peut-être, je dis, qu'il n'aurait peut-être pas été réhabilité. Et donc, je pense que ça revient à Macky Sall, Sonko. On va dire Sonko, voilà. Il revient à Sonko de peut-être revoir autrement les choses, peut-être aussi qu'il peut nous surprendre et nous dire qu'il ne veut plus se présenter à la prochaine élection, mais wait and see. Est-ce une candidature encore possible quand on sait que récemment, plusieurs partis de l'opposition ont été dissous, dont le PASTEF que dirige Sonko? Oui, j'avoue que je n'ai pas une lecture globale de la situation qui me permet d'opiner sur la. Mais au regard de ce que j'observe, c'est que, il a été rétabli dans des droits politiques et civiques. Le fait d'être réinscrit sur une liste électorale vous permet d'élire et à partir du moment d'être électeur éligible. Mais il est toujours poursuivi pour des peines privatives de liberté, pour des délits de droit commun. On parle de corruption de jeunesse. Et donc, moi, je crois qu'il a des batailles juridiques à encore faire, des batailles à gagner, avant que Sonko ne puisse être candidat. Parce qu'actuellement, il a une condamnation, il est en train de purger une peine. Et il ne peut pas être candidat tout en étant en prison. Il faut travailler à le sortir de prison et faire de lui le candidat. Et là, c'est un ensemble de choses, c'est une série de batailles juridiques à gagner par son camp pour pouvoir prétendre ça. Et le temps me paraît trop court pour gagner tout cela. C'est pourquoi je crains que Sonko ne soit pas candidat en février prochain. Et là, s'il n'est pas candidat, c'est ça que je vous disais que Macky Sall n'aura rien fait parce que le pays sera toujours tendu avec des soulèvements à tout moment dans le Sénégal. Et donc, pour moi, il reste un pas de plus à faire pour quitter le pouvoir de façon tranquille et bénéficier de retraite paisible, pacifique. Aucun schéma politique pour espérer une éventuelle résurrection politique d'Ousmane Sonko? Ça me paraît surréaliste, irréaliste même, je vais dire. Aziz Adam Soulé? Je suis tout à fait d'accord. Quand on voit le temps dont dispose Sonko, il doit régler ses démêlés d'abord avec la justice, remobiliser sa troupe avant maintenant de se porter candidat. Encore que je me demande est-ce qu'il a encore les ressources nécessaires parce que jusque-là on sait que son parti a été dissous. De quel temps dispose-t-il pour mettre encore en place son nouveau parti? Est-ce le PASTEF ou après ça va changer de dénomination? Qui sont ceux-là qui lui sont restés fidèles avant qu'il n'aille en prison? Est-ce que ce sera la même troupe qui sera encore à ses côtés? Beaucoup d'interrogations, mais de façon réaliste, il lui sera difficile, quitte à ce qu'il nous montre en tout cas une autre équation qui ne lui sera peut-être pas difficile à résoudre. Qui voyez-vous à la tête du Sénégal en 2024? Je ne suis pas un devin, je ne suis pas un thaumaturge. Et c'est pas trop, ça peut être Idrissa Seck, ça peut être le dauphin aussi, ça peut être quelqu'un d'autre. Les Sénégalais vont juger à défaut d'avoir Sonko, ils finiront par avoir un président à défaut, pas à défaut. Et ça peut être l'une de ces personnalités que je viens de citer. Vous n'avez pas une boule de cristal non plus. Quand vous scrutez un peu l'horizon politique dakarois, sénégalais... Généralement, avec ce que l'on voit dans les pays africains, c'est ceux-là qui sont dans les arcanes du pouvoir, qui bénéficient d'un certain nombre de privilèges, qui arrivent à s'affirmer. Je vois tout de suite Amadou Ba, s'il arrive en tout cas à être un bon stratège, il pourra rempiler. Idrissa Seck aussi qui n'est pas mal, mais je me pose encore des questions concernant sa politique ou la feuille de route qui pourrait être dressée pour convaincre justement le peuple sénégalais. Toujours à l'international, nous allons nous intéresser au conflit Israël-Hamas. Massé Zoumenou, pour ceux qui ne suivent pas vraiment l'actualité internationale, un petit mot pour planter le décor, rappeler un peu le contexte de ce conflit dont le bilan s'alourdit au jour le jour. Alors, je crois que tous ces problèmes partent de 1947 avec la création de cet État qu'on appelle l'État d'Israël. Je rappelle que c'est un État créé par l'ONU, par les organisations internationales, au cœur d'un ensemble de pays arabes. Et depuis que ce pays a été créé là, ce pays est en guerre perpétuelle contre tous les pays arabes qui sont autour de lui. Le Liban, la Palestine surtout, une partie de la Syrie, l'Irak et tous ces pays. Et donc, ce que nous observons depuis un certain temps, c'est ce mouvement qu'on appelle le Hamas, qui est un mouvement palestinien, proche des organisations chiites iraniennes
et qui a décidé de frapper parce que depuis des années, ils sont marginalisés, ils sont persécutés et donc ils ont décidé, c'est ce qu'on appelle le ras-le-bol, c'est ce que mon ami Adam disait, la frustration, le débordement de la frustration. Et donc, à partir du moment où le Hamas a réagi par des tirs, l'armée israélienne a décidé de répliquer et ce qui nous amène dans une guerre que je trouve inutile et qui risque de se régionaliser parce que les pays ayant leur intérêt l'un auprès de l'autre, chaque pays commence par se positionner. La Russie se positionne, les États-Unis se positionnent, les pays de l'Union européenne vont se positionner, l'Iran se positionne et puis d'autres pays vont se positionner. Et je crains que cette région-là, avec la guerre russo-ukrainienne qui est là et qu'on n'a pas fini, ça risque de contaminer toutes ces régions. Et on risque d'avoir l'Europe, le Moyen, le Proche-Orient dans une guerre qui va durer encore des années. C'est ce qui est regrettable. Gaza pilonné par Israël, l'accès à l'eau, à l'électricité, au gaz coupé, c'est un vrai drame humain qui se joue. C'est assez difficile. Nous sommes dans une situation vraiment assez chaotique, une situation d'imbroglio qui m'amène à me poser cette question. Est-ce ces humains-là qui s'entredéchirent pour autant ou ce sont des animaux? Alors, où est passée la place du dialogue? Parce que je peux ne pas être d'accord avec vous, mais on dit que c'est de la contradiction que j'aille la lumière. Mais prenons du temps pour discuter, régler nos problèmes à l'interne que de s'entredéchirer. Chaque État a forcément ses forces et ses faiblesses. Mais le problème avec le Hamas, je me dis, est-ce qu'il faut toujours riposter ou il faut que l'un des deux camps fasse profil bas? Parce que ce à quoi nous assistons depuis quelques jours là, c'est vraiment, je me demande à quand le développement dans ces différents pays là, quand bien même ils ont déjà le minimum, mais avec ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, est-ce que ça doit continuer ou plutôt il faut arrêter et s'asseoir et discuter véritablement? Et là, je fais appel aussi à la diplomatie américaine, parce que ce qui se passe, plusieurs pertes en vie humaine, bon, je me demande finalement si on doit faire, le bilan doit être lourd au quotidien, combien de vaillants soldats vont rester pour construire l'État? C'est la grosse interrogation. L'autre chose, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Russie, en Ukraine. Cette guerre-là aussi, on a vu comment on a pu perdre beaucoup de choses. Bon, le développement, c'est aussi ça. Et je pense que le plus important, c'est de trouver la formule. Quand on discute, on trouve toujours des points de sortie et ça apaise d'abord. Donc, je pense qu'il faut discuter, dialoguer et pourquoi pas, même humblement, même si vous savez que l'adversaire est à couteau tiré avec vous, faites d'abord le premier pas, faites profil bas et même s'il est d'une virulence donnée, il doit pouvoir comprendre qu'à un certain moment, le fait peut-être de ne pas résister n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une marque d'humilité et je pense que c'est en cela que les deux camps pourront déposer les armes. La particularité de ce conflit, c'est que c'est une guerre sans merci, sans respect du droit de la guerre. Même des bébés sont tués. Oui, je suis peiné de le dire, mais les méthodes de l'armée israélienne ont été toujours des méthodes cruelles. Depuis toujours, ils ont toujours fonctionné comme des gens sans pitié, qui traitent les Palestiniens à la limite comme des sous-hommes. Et ils ont continué. Et malheureusement, dans ce conflit-là et dans cette posture israélienne, les grandes puissances qui se disent garants de la paix, garants des droits de l'homme, sont toujours restées inactifs, sont toujours restés sans réagir sur ça, comme s'ils soutenaient toutes ces exactions commises par l'armée israélienne. C'est ce que je ne comprends pas. J'ai comme l'impression que ce petit pays qui est une puissance nucléaire, je dois le rappeler, est un pays si puissant que quand même il fait du mal, aucun pays n'a le courage de lui dire arrête ce que tu fais là. Pourtant ce n'est qu'un bras de terre. Oui, malheureusement, c'est vrai que les Juifs, les Israéliens, excusez-moi, parce que quand on dit Juifs, c'est religieux, les Israéliens sont très influents aux États-Unis dans beaucoup d'autres pays, mais je crois qu'il faut quand même une posture un peu de justice dans ce qui se passe là. Il faut qu'on puisse arrêter cela un jour parce que ça fait des années que ça dure
Et on se demande, mais finalement, ils vont passer toute leur vie à faire une guerre. Bon, si moi j'étais palestinien ou israélien, je vais commencer par toute notre vie, on passera à faire de guerre. Il n'y a pas de semaine, il n'y a pas quelque chose entre la Palestine et l'Israël. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une escalade de la violence à la limite inadmissible. Et je suis surpris que les organisations internationales, l'ONU, sont restées presque impuissantes face à cela. Un conflit qui vient s'ajouter à un autre, le conflit russo-ukrainien. Oui, là, Zoumeno parlait tout à l'heure de ce silence-là que moi je qualifie peut-être de coupable, de ces organisations-là qui sont habilitées à réagir. Je pense que pour l'ONU est peut-être limitée dans ses prérogatives, ou l'ONU n'a peut-être pas la volonté. C'est aussi ça l'autre interrogation. Mais toujours est-il que l'ONU doit pouvoir nous situer. L'intervention justement par la diplomatie serait par exemple l'une des armes, parce que c'est inadmissible de voir des humains s'entre-déchirer, s'entretuer comme des animaux. Ça ne se conçoit nulle part. Je pense que l'intervention de cette organisation-là, qui coiffe justement tout le monde, pourrait apporter beaucoup plus, et même si ce n'était pas pensé, peut-être, nous sommes dans des conjectures ici, peut-être qu'ils sont en train de peaufiner des stratégies aussi pour aller rencontrer les différents partis. Bon, les tout prochains jours vont nous édifier davantage. Wait and see, le plus tôt sera le mieux. Wait and see. Finissons donc avec la dernière rubrique de l'émission, Potin de la toile. La toile qui est endeuillée cette semaine par le décès du doyen de la musique béninoise, le patriarche El Rego et ses commandos. Vous avez certainement connu peut-être cet orchestre. Oui, vous en avez entendu parler? Oui, entendu parler quand on était plus jeune enfant. Ces morceaux étaient joués sur la radio nationale surtout. Sa chanson qui retient mon attention, c'est Nyeko Gohocho Giwaronto. Cette chanson, je peux fredonner ça, ça me fait tellement... On veut bien, vous, pourquoi pas? Non, je n'ai pas ce talent, je risque de décevoir. je risque de décevoir les téléspectateurs. Donc, mais c'est juste pour rappeler que je connais bien cette chanson et je connais le personnage qui est quand même un musicien très talentueux. Vraiment, c'est une perte, un gâchis. Et pour la musique et pour les jeunes qui veulent s'aventurer dans le domaine de la musique. Il a été le promoteur de la discothèque Playboy à Cotonou. Il a joué au Sénégal avant de revenir au Bercail pour jouer au sein du Hot Jazz de Porto-Novo et au sein de l'Harmonie Voltaïque. Il a été maire de Godomé, mais malgré lui, parce qu'il n'en voulait pas. Oui, ça, à l'époque, oui. Voilà. Donc, il laisse en héritage de très belles mélodies, des tubes. Des tubes, des hits, des tubes à succès, vous le dites. Déjà, il faut saluer la mémoire du doyen El Rego, qui est parti, heureusement pas dans la fleur de l'âge, mais qui a fait ses preuves et qui a été une source intarissable. Je me rappelle, courant cette semaine, quand nous avons, notre rédaction a interrogé l'un de ces jeunes, en tout cas de l'époque. Je veux parler du doyen Nel Oliver, qui l'a connu, qui l'a côtoyé. Alors, il confie à la rédaction de Peace FM, par exemple, que ce qu'il retient essentiellement de ce patriarche, c'est son caractère fédérateur. À chaque fois qu'il avait des moments de réjouissance, il s'arrangeait toujours, qu'il ait des moyens ou pas, pour inviter cette famille-là artistique pour festoyer autour de lui. Et donc, c'est un véritable fédérateur. J'ai pu adopter ces mélodies. J'ai pu fredonner certaines à des heures perdues. C'est El Rego, le doyen El Rego, c'est une source intarissable qui aura, vous voyez, à des rencontres artistiques, il est toujours sollicité. Et c'est quelqu'un, pour les témoignages que nous avons pu glaner ça et là, a toujours, quand il y a une situation, même dans le corps artistique, même de sa position, il n'a pas besoin d'être à un poste donné. Il trouve toujours la formule pour que les partis, en tout cas d'une certaine génération, arrivent à s'accorder. Je pense que ça, c'est un signal fort, ou c'est un grand héritage qu'il aura laissé à cette génération-là d'artistes, au lieu de s'entre-déchirer pour quelques billets de banque. Parce que vous voyez le cas par exemple du Sénégal, qui malheureusement est le théâtre de tout ce que nous savons.
qu'on le veuille ou pas, ils font de la musique exportable. Aujourd'hui, nous constatons que le Bénin aussi se met dans cette dynamique, mais je pense qu'on gagnerait également mieux en fédérant nos énergies et en faisant taire, on va dire, nos querelles intestines. Doyen El Rego, si aujourd'hui on le célèbre, c'est parce qu'il a pu imprimer sa marque. On prend le cas par exemple du doyen Sawan Danialou également. Voilà des icônes de la musique béninoise auprès desquelles la jeunesse doit aller s'inspirer. Et pour finir très rapidement, Lénaïque, si vous permettez, le doyen El Rego, comme beaucoup d'autres artistes, n'attendons forcément pas quand, c'est surtout ce que je déplore, c'est quand des icônes passent de vie à trépas que nous les célébrons. Il faut les célébrer de leur vivant. Nous consacrons toute une journée à leur... Je pense que de leur vivant, apprenons à célébrer tout simplement nos icônes, apprenons à magnifier, à reconnaître à juste valeur nos talents. El Rego, beaucoup de témoignages. C'est un homme très très généreux. C'est un témoignage qui revient à répétition. Ouais. Fédérateur, comme il l'a dit, c'est une icône, un baobab qui s'en est allé. Oui, c'est évident, puisque quand on regarde aujourd'hui dans le pays, dans l'univers musical, en dehors de lui, il ne reste que sa voix dont à parler. Et puis, quand on commence par regarder, les gens de leur génération n'en trouvent plus beaucoup. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont pris la relève. Et il est important aujourd'hui que les jeunes qui tirent beaucoup leçon de ces anciens. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle la musique, j'oublie le mot. Les home studios. Voilà, les home studios et les musiques électroniques, ça dit que programmation, c'est le mot que je cherchais. Alors que eux, ils faisaient du live. Oui, du live. Et aujourd'hui, de plus en plus, ça disparaît aujourd'hui. Je crois qu'ils ont quelque chose à apporter, à donner aux jeunes qui font aujourd'hui de la musique. Même chez lui à la maison, il faisait du live, il s'entraînait toujours avec tout un orchestre qui l'accompagnait. Il a été récompensé le 30 septembre dernier seulement. Oui, à l'occasion d'une grande cérémonie de distinction. Alors, donc, Père Adam, de l'artiste disparu. Merci à vous, Marcel Zoumenou. Je le rappelle, vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Merci. Aziz Adam Soulé, journaliste et chef production à PIS FM. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.